Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de Option API et de Composition API. Ça m'a été beaucoup demandé. Et pourquoi tu utilises l'Option API? On va en discuter dans cette vidéo et je vous expliquerai quelle est la raison qui me pousse à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Alors la première des choses, c'est de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que l'Option API? Qu'est-ce que la Composition API? Nous sommes ici sur un composant qui est en Option API. La particularité ici de l'Option API, c'est justement d'avoir à tout déclarer dans un espèce d'objet. C'est ce qu'on voit ici. Export default, on exporte quoi? Un objet dans lequel on a pas mal de choses. Alors ce que je trouve intéressant comme approche, et c'est notamment celle que je conseille à tous les débutants, c'est justement d'utiliser celle-ci. Pourquoi? Parce que tout y est décrit et tout y est clair. On va revenir là-dessus. On a un data. Le data comporte toutes les variables qu'on va vouloir déclarer là-dedans. Donc ici on peut déclarer un message, on peut très bien aussi déclarer un booléen qui sera par défaut à false. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir déclarer nos variables qui seront utilisées dans nos différentes méthodes et qu'on pourra utiliser ici. Est-ce qu'il est actif? Interpolate et du coup isActive. Voilà. C'est comme ça dans l'Option API qu'on peut l'utiliser directement. Ensuite, on a tout un tas de méthodes. Alors ces méthodes-là, c'est intéressant de les comprendre. Et justement, l'intérêt d'utiliser l'Option API, c'est que tout y est structuré. On a le computed, les fameuses méthodes, le watch et tout un tas de fonctions qui concernent le lifecycle. Avant de définir ce qu'est un lifecycle, on va s'attarder rapidement sur ces trois premières méthodes. Alors le watch, commençons par là, va nous permettre, comme il le dit, d'écouter certaines variables. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on déclare qu'on va écouter la variable message. Souvenez, elle est déclarée ici, un peu plus haut. Donc cette variable-là, à chaque fois qu'elle va changer, nous serons prévenus, trigger, dans cette méthode. Et nous aurons accès à la nouvelle valeur et l'ancienne valeur. Ça, c'est là tout l'intérêt du watch. Donc là, il est déclaré ici. Ensuite, les méthodes. Les méthodes, rien de plus simple. Ici, vous déclarez vos fonctions et vous pouvez faire ce que vous avez envie là-dedans, de même que de manipuler les variables que vous avez déclarées ici. Vous y avez accès en faisant un this.message ou un this, je vais y arriver, .isActive. Pour le computed, vous voyez ça comme des méthodes calculées. Alors ici, on a un exemple. Le computed message, nous renvoie à la variable message, mais en uppercase. Ce qu'on peut faire, c'est que plutôt que d'utiliser ici message, on va pouvoir directement utiliser le computed message. Alors au passage, vous n'êtes pas obligé de le nommer comme ça, vous pouvez très bien dire, on peut l'appeler lower ou test message, et qui renverrait un this message, hop, plus coucou. Donc, et du coup, à chaque fois qu'on utiliserait cette valeur-là, ici, on aurait le message par défaut plus le coucou. C'est ici qu'un exemple, mais on comprend bien. Revenons-en à nos méthodes de lifecycle. C'est là où ça devient intéressant. Ici, nous sommes sur la documentation de Vue.js, côté Composition API. Donc c'est écrit au-dessus. Dans la Composition API, c'est pas facile à dire, on a tous ces triggers-là. En fait, on a tous ces hooks qui nous permettent d'être utilisés à différents moments de la création, du montage ou de la destruction de notre composant. De la même manière, vous avez le même ici, vous avez la même liste qui ne s'appelle pas exactement pareil. Là, on a du before create, du create, tandis que côté composition API, pardon, on a du unmounted, unupdated. Bien. Alors, c'est bien tout ça, mais qu'est-ce qu'un lifecycle? Pour comprendre ce qu'est un lifecycle, on va se baser sur leur schéma. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir correctement. Ici, on va s'attarder que sur les méthodes qui sont en rouge. Alors, notre composant est rendu, c'est-à-dire qu'on l'affiche, et à partir de ce moment-là, on va passer dans le before create. Là, on comprend tout de suite que avant le traitement de la suite, on va de toute façon passer dans le before create. Donc, si vous avez des vérifications à faire ou des préparations de data à effectuer, ça peut se passer dans le before create. Je pense notamment à des vérifications dans le store. Si vous avez un store, vous avez besoin de vérifier quelques valeurs avant de démarrer le composant, vous pouvez très bien le faire à ce moment-là. Ensuite, vous avez le created. Donc ça, c'est pareil, ça se passe juste après l'initialisation. On va passer un petit peu, et puis de nouveau, le before mounted. Et là, on voit dans quel ordre sont déclarées, sont utilisées nos fonctions.
le before mount et le mounted. Une fois qu'on atteint le mounted, le composant est créé, monté, il est prêt à être utilisé. Il est dans l'état dans lequel un utilisateur va le voir. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'on a une petite boucle, une espèce de petite loupe qui va dire que à chaque fois qu'une data va changer, on va passer dans la méthode beforeUpdate. C'est tout l'intérêt de ce lifecycle, de ce hook si vous préférez. Même chose, il y aura un rendu, c'est-à-dire qu'on va recharger le composant avec les valeurs à l'endroit où il faut. Et ensuite, ça va trigger la fonction updated. Et là, on va se retrouver dans cette boucle indéfiniment jusqu'à ce que le composant soit supprimé. On verra ça un petit peu plus tard. Une fois qu'il est supprimé, avant de le supprimer, on passe par le before unmount et l'unmounted. Et l'unmounted qui déclare que ça y est, c'est fini, tout est fait. Et si vous avez un traitement à effectuer pour updater votre store, envoyer une data, faire quelque chose pour dire que ça y est, ce composant, c'est fini, vous pouvez le faire dans le unmounted. Ok? Donc je simplifie un maximum, mais c'est pour qu'on comprenne un petit peu ce qu'est le lifecycle. Donc revenons un petit peu à notre code, on revient ici et on voit qu'effectivement on peut greffer toutes ces méthodes ici, tous ces hooks. Alors encore une fois, c'est disponible côté composition et côté option API. Passons un petit peu sur l'exemple de la composition API. Donc la révolution ou la modification qu'a apporté la composition API, c'est justement de se dire on va essayer de changer un petit peu les comportements. Ça passe par plusieurs étapes. Regardons un petit peu ce composant de plus près. Ce qui se passe, c'est qu'on exporte toujours un objet, mais qu'on a une méthode setup. Alors cette méthode setup, elle va contenir différentes choses. Ici, on a notre message. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait directement une variable qui était dans le data. Là, c'est plus le cas. On est dans un script directement, mais dans une fonction qui s'appelle setup. En fait, on va se comporter comme si on était dans un script, or qu'on est dans une méthode. Bon. Vous allez voir, ça va s'éclairer au fur et à mesure. Mais grosso modo, ici, vous vous souvenez du computed, où je vous disais qu'on pouvait modifier la valeur et renvoyer cette valeur et l'utiliser, et qu'on pouvait l'utiliser directement. Eh bien, notre computed message, maintenant, il doit faire appel à une méthode computed, qui provient de où? Qui provient de vue. Ok, donc on est obligé d'importer les comportements qu'on aurait quasiment nativement dans des fonctions en Option API. Continuons. Là, on a une petite méthode, saluer, qui fait la même chose que faisait notre méthode saluer côté Option API. Donc ici, on avait bien notre méthode saluer, et c'est bien ici qu'on a mis notre isActiveATrue. Donc là, on voit bien qu'il y a une grande différence. C'est qu'à chaque fois qu'on veut greffer un comportement, par exemple le watch, ou un des hooks pour les lifecycles, il va falloir les importer. Dernière chose, et non des moindres, dans la première version des Composition API, et c'est toujours disponible, vous allez devoir, si vous utilisez le setup de cette manière-là, dans votre objet, retourner les variables qui vont être utilisées côté template. Donc si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas accès ni à message, ni à computed message, ni à greet. Donc c'est là la différence avec l'Option API. Donc en gros, une différence de syntaxe. On va revenir à une version un petit peu plus récente de la Composition API, puisque ça c'est la première alternative, et on va trouver la version la plus récente. Hop, on va masquer un petit peu la template, et là on voit une grosse différence. La première différence qu'on voit, ça va être ici, le script setup. Souvenez-vous, hop, dans l'ancienne version, on avait un export default avec un objet et une méthode setup dans lequel on devait mettre tout notre comportement. Là, c'est plus le cas. Dans l'Option API, la dernière version, on se retrouve à avoir un setup. Ce setup-là, rien que le fait de le mettre, c'est comme si on faisait un export default et que tout était prêt. Bien. De nouveau la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? Message, bah, c'est une ref. OK. Le computed, qu'on va devoir importer, ainsi que nos hooks. La deuxième particularité, en dehors du setup qu'on voit ici, c'est justement qu'on est vraiment dans un script. Cette fois-ci, on n'a plus besoin de déclarer de méthode setup, on est tranquille. On n'a plus besoin de se poser la question de est-ce qu'on fait un setup, est-ce qu'on exporte les valeurs, puisque là, hop, on va pouvoir utiliser nos méthodes directement, puisque le setup, comme je vous le disais, s'occupe de tout pour nous. Une des particularités de la Composition API, c'est justement quand on veut accéder à une valeur d'une variable. Ce qui se passe, c'est que auparavant, on faisait un message.toUpperCase. Maintenant, il faut faire un message.value. Et ça va être le cas pour toutes les valeurs, toutes les variables qu'on va pouvoir déclarer de cette manière-là. Alors, avant de vous donner les raisons qui font que j'utilise très souvent l'Option API, on va revenir un peu sur la notion de lifecycle pour faire un petit parallèle avec les jeux vidéo. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une approche un petit peu différente
mais qui peut nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit. Revenons un petit peu sur l'écran. Alors, je vais vous faire le parallèle avec Unity. Sur Unity, vous avez tout ce système de lifecycle. Alors, j'ai cherché un schéma sur leur documentation et malheureusement, c'est très verbeux et je trouve que c'est pas très clair. Du coup, je suis allé en trouver un qui me paraît un petit peu plus joli. Le fonctionnement est quasiment le même. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie jaune. Et justement, le wake et le onEnable, qui sont les équivalents de before create et created. Donc c'est un petit peu de la même manière. On va toujours avoir des fonctions sur lesquelles on va pouvoir greffer des comportements à un moment bien précis. Dans la partie verte, on est dans l'update. Alors, on reprend un petit peu notre diagramme ici pour Vue.js et on se rend compte qu'on est dans la même configuration. Il y a tout un traitement qui se fait à la création et on est dans l'update. Ce qui se passe ici sur Unity, c'est qu'on a différents états d'update, on a différentes formes d'update. Pourquoi? Parce que dans un jeu, on a potentiellement énormément de vérifications à faire. Est-ce que vous avez encore de la vie? Est-ce qu'il vous reste encore du mana? Est-ce que vous êtes en train d'appuyer pour vous déplacer? Et ainsi de suite. Donc ça, on a séparé tout ça de manière à ce qu'on puisse catégoriser le tout. Comprenez bien que si on fait toutes ces vérifications systématiquement au même endroit, ça peut faire crasher un jeu. Donc l'idée, c'est que, pour la petite histoire, si on veut écouter des touches clavier, on va plutôt le faire dans le fixed update. Si on a des modifications à faire, on va le faire dans l'update. On veut que ce soit instantané. Ok? Donc ça, ce sont différents états d'update. Ce qu'on n'a pas en Vue.js. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le rendering. Alors rendering et GUI, c'est grosso modo la même chose. Le rendering, ça va vous rendre la scène. Et le GUI, c'est tout ce qui est votre barre de vie, votre barre de mana, votre expérience, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est updaté. Et là, la grosse flèche nous montre qu'effectivement, on va systématiquement repasser là-dedans. Donc tant que le composant, tant que l'objet sera en vie, on va continuellement tourner là-dedans. Sur notre Vue.js, c'est la même chose. On va continuellement tourner ici tant que on n'a pas demandé de supprimer le composant. Alors petite précision, et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, on va revenir un petit peu hop, sur un de nos composants. Je vais prendre, on va mettre notre condition et peut-être utiliser le fameux isActive qu'on avait ici. Alors, ici, on va lui dire que tu seras affiché uniquement si isActive est égal à true. Ok? Donc là, c'est un non-sens parce qu'on commence par false et qu'il n'y a aucun moyen de changer cette variable-là. Mais c'est pour l'exemple. Ce que je cherche à vous démontrer ici, c'est que à partir du moment où vous mettez un VIF ici et que celui-ci est à false, cette partie-là n'est plus dans le DOM. Elle est même plus rendue. Ce qui veut dire que il n'y a pas de lifecycle. Donc grosso modo, si vous appelez un composant et que vous lui mettez une condition à l'affichage, dès qu'elle est à false, ce composant-là est supprimé. Et à partir du moment où il va être rendu, c'est là qu'il va commencer, hop, son démarrage avec le before create et son lifecycle au total complet. Donc ça, je trouvais ça intéressant de vous partager ça. Peut-être que certains ne sont pas au courant qu'à partir du moment où on fait un false, sur un VIF d'un composant, on va se retrouver avec le composant en moins. Okay. Alors il existe d'autres méthodes et je vous la partage rapidement parce qu'on aime ça. Vous allez pouvoir chercher un truc qui s'appelle Keep Alive. Et Keep Alive, c'est grosso modo la possibilité de dire bah, celui-là, tu me le gardes en vie, quoi qu'il arrive. Okay. Ça peut être un composant que vous démarrez dès le départ, qui a un comportement bien spécifique et que vous voulez systématiquement garder en vie. Okay. Il peut très bien être affiché dans une page, dans un header ou je ne sais quoi. À partir du moment où vous changez de comportement ou de route, vous mettez un keep alive et vous êtes certain que votre composant continue à vivre quoi qu'il arrive. Vous revenez sur votre page et tout fonctionne comme avant. Donc ici, on voit encore d'autres hooks. Effectivement, on est en Composition API et on voit qu'on a le onActivated et onDeactivated qu'on n'avait pas dans la liste des hooks normaux. Et si on remonte un petit peu, hop, potentiellement, on va nous en parler. Non. Alors effectivement, c'est une documentation créée par les développeurs pour des gens qui n'ont pas l'intention d'expliquer simplement les choses. Et non, je n'ai pas trouvé d'exemple. Mais effectivement, à partir du moment où on fait un Keep Alive, en version Option API, c'est disponible aussi. On peut faire un Activated et un Deactivated. Voilà, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est simplement la différence entre l'Option et la Composition API. On a vu également la différence, en tout cas, ce qu'était un lifecycle et ce qu'il nous permettait de faire. Donc, toujours le process, l'update, le render, et on va tourner systématiquement là-dedans. On arrive à la conclusion. La raison pour laquelle j'utilise l'Option API et je pousse les gens à l'utiliser, c'est parce que, comme je vous l'ai dit, et comme dans notre exemple, tout y est structuré.
Alors c'est peut-être très verbeux, il y a quand même beaucoup d'informations, mais pour quelqu'un qui débute, je trouve ça hyper simple de se dire, ok, je crée un objet dans lequel j'ai mon computed, mes méthodes, mes watchers. Au passage, dans votre configuration de lint, vous avez la possibilité de déclarer que vous voulez que le computed apparaisse en premier, vous voulez que les méthodes apparaissent ensuite, que le watch apparaît à la suite, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir définir dans quel ordre doivent être déclarés dans vos composants chacune de ces méthodes et chacun de ces hooks. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant. Alors, ne vous bridez pas nécessairement, mais je trouve ça hyper cool quand on veut continuer à utiliser l'Option API. Donc voilà, donc outre le fait que ce soit hyper structuré, ça donne aussi vraiment une voix aux personnes qui débutent dans le Vue.js. Donc l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a basculé sur du Composition, et Composition, je l'apparente plutôt, et surtout cette version-là, à du JavaScript pur. C'est comme si on avait vraiment que du JavaScript, puisqu'effectivement, c'est ce qu'on voit ici. On a du script, et on a la possibilité de déclarer tout ce qu'on veut, comme on le veut, et ainsi de suite. Alors partons simplement, hop, on va supprimer tout ça. Donc je reviens sur mon exemple, et je vous disais qu'effectivement, si on a un script qui ne comporte que ça, sans les imports qui ne servent à rien, c'est quand même beaucoup plus propre, beaucoup plus clean. Maintenant, prenons ça dans le sens où on débute, démarrer avec un script qui fait ceci et qui doit afficher un message, un uppercase et autres, je pense qu'il faut déjà avoir pratiqué, déjà avoir la connaissance de ce qu'on va savoir faire et savoir comment utiliser le framework. Et c'est là où je trouve que c'est pas très débutant friendly. Voilà ce que je voulais vous partager concernant l'Option et la Composition API. Je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. L'avantage avec Vue.js, et c'est ce qu'ils ont compris de la migration d'Angular 1.6 à 2, c'est qu'ils ont compris effectivement qu'il ne fallait pas complètement changer leur paradigme, qu'il fallait laisser la possibilité aux gens de choisir comment ils voulaient travailler. Et la réalité, c'est que même en contexte professionnel, on a tendance à avoir de l'Option API et certains composants qui sont migrés petit à petit en Composition API. L'avantage, c'est que tout ce qu'on a à faire, c'est de migrer notre composant qui est en 2 en 3. Et que quand on veut utiliser la version setup, qu'on a vu sur la balise script, on le fait dans un nouveau composant et on migre nos composants au fur et à mesure. C'est ça tout l'intérêt du truc. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur certains points. J'espère que vous avez aussi compris quelle est la raison pour laquelle les vidéos de la playlist Vue.js sont destinées aux débutants et donc du coup utilisent l'Option API. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Donnez-moi votre avis et dites-moi sincèrement ce que vous utilisez. Pourquoi? Ça m'intéresse. Dites-moi également si vous avez besoin d'informations en plus. J'ai eu pas mal de commentaires pour me dire que j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Je vais essayer de synthétiser tout ça et essayer de vous faire une vidéo, soit un live, soit une vidéo directement, pour vous partager un petit peu ma connaissance du Vue.js, du JavaScript en général. Voilà, c'était court, c'était sympa, et j'espère que vous avez apprécié. Passez une bonne journée, c'était Fares. À plus.